je vais m'adresser aux invités anglophones et je les prie de m'excuser de mes traductions pas toujours correctes. Je sollicite votre indulgence. Thank you very much. La conférence que je vous propose aujourd'hui porte sur les rencontres physiques entre Django Reinhardt et Duke Ellington, mais pas seulement, aussi sur les similarités musicales que l'on trouve dans leurs enregistrements respectifs, parce qu'en fait, ils ne se sont pas rencontrés beaucoup, sinon la conférence aurait eu seulement 10 minutes. Ça m'a été rendu facile quand même, parce que j'écris en ce moment un livre sur Django Reinhardt que j'ai appelé Prolégomène, etc. Donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un nommé Duke Ellington. Il est âgé maintenant de 124 ans. Et pour ce personnage, c'est un âge somme toute tout à fait raisonnable, car pour avoir pondu tout ce qu'il a réalisé, il nous semble qu'il aurait bien dû vivre jusqu'à cet âge-là, même peut-être plus. Voilà. Duke et Django avaient 11 ans de différence. Donc Duke est né en 1899, si vous le savez, Django Reinhardt en 1910. Et vous remarquez que Reinhardt, RT à la fin, il n'y a pas de D, tout simplement parce que son vrai nom était Jean Reinhardt sans le D. Sur tous ses papiers officiels jusqu'à la fin de sa vie, son nom était orthographié comme ça. Il y a très peu de gens qui le savent. Alors j'ai calculé que l'œuvre, voilà, it was named John for the American people. J'ai calculé que l'œuvre complète du plus grand jazzman de tous les temps, Duke Ellington, occupait l'équivalent de 833 tours 30 cm ou 500 CD. Quant à celle du plus grand jazzman européen de tous les temps, Django Reinhardt, elle tient dans un coffret de 20 CD compilés par Daniel Nevers, paru chez Frémaux. Mais évidemment, Django est mort à 43 ans, donc il a forcément moins enregistré que Duke, qui est décédé à 74 ans. Alors, quand et comment se sont-ils découverts l'un l'autre? Django a découvert les enregistrements d'Ellington en 1930 à Cannes par l'intermédiaire du peintre-photographe Émile Savitry, qu'ils se sont côtoyés jusqu'à la fin, pratiquement. Et Savitry a fait des très très belles photos de Django, c'est même les plus belles qu'on peut trouver. Et Duke n'a découvert Django qu'en 1939, en direct à Paris. On va le voir tout à l'heure. Voilà, alors au chapitre similarité musicale maintenant, enregistré d'ailleurs, le premier canevas musical qui va les unir avant qu'ils se rencontrent sera un standard de jazz fameux, puisqu'il s'agit du Tiger Rag, enregistré dès 1917 par l'original Dixieland Jazz Band. C'est le premier disque de jazz. Mais plus exactement, c'est le troisième thème de ce morceau sur lequel les jazzmen improvisent, qui va être primordial ici, à la fois chez Django et chez Duke Ellington. Voilà. Tiger Rag va être l'objet de nombreux enregistrements par les deux musiciens, chacun de leur côté, jusqu'à leur rencontre en vrai, où ils vont finir par le jouer ensemble en 1946. Cette structure, ils joueront cette structure, pas forcément Tiger Rag, mais surtout le troisième thème. À chacune de leurs prestations au cours de leur fameuse tournée de 1946 en Amérique. Alors, dont on va évidemment reparler. Alors, Django a enregistré le troisième thème de Tiger Rag 10 fois, entre 1934 et 1947. Et dès son premier enregistrement, qui était un enregistrement privé, vous voyez, au début, les tests Tiger Rag, ensuite avec le quintet du Hot Club de France QHCF, Tiger Rag, en 1937 sous le nom d'André Ekian, ensuite sous le nom de Alix Combel, ensuite avec un orchestre belge, donc à Bruxelles, avec Stan Branders, un big band belge, très très bon. Il appelait ça Django Rag. Alors très souvent,
Django en enregistrait que le troisième thème et il improvisait dessus. Il n'y avait pas forcément le thème de jouer. Et en rouge, évidemment, les fameuses rencontres entre Django et Duke. Et puis, par exemple, Django va enregistrer I Love You de Harry Archer. And I Love You est bâti sur les accords de Tiger Rag. I Love You is the Tiger Rag changes. The first, there is a lot of I Love You. I think that's the tune the most deposit at the Washington Library of Congress. I Love You. Aussi Mano, alors Mano c'est une improvisation aussi sur les harmonies de Tiger Rag et dans un programme de radio Tiger Rag aussi. Vous voyez, ça fait pas mal, une dizaine, mais Duke Ellington, lui, en a enregistré 12 sur des harmonies de Tiger Rag. 12 fois. Entre 26 et 1951. Alors en caractère gras, vous avez les morceaux composés par Ellington qui sont presque tous des chefs-d'œuvre d'ailleurs. Ce Creeper, c'est le premier. Hot and Bothered, fantastique. Tiger Rag, donc 1929. High Life, composition of Duke Ellington. March of the Hoodlums, composition de Boggy Carmichael. Slippery Horn, Daybreak Express, and Whispering Tiger is Tiger Rag. Bragging in Brass, Boys from Harlem, Charlie the Chulo under the name of Barney Bigard. Et after, in 1951, you have another Tiger Rag on Before My Time from a controversial suite. Suite is oui. C'est pareil. It suits Duke perfectly. Mais est-ce que vous saviez que Django a joué la structure harmonique du troisième thème de Tiger Rag avant de connaître ce morceau, avant de connaître Tiger Rag? En effet, ce thème n'est pas la première occurrence de cette structure harmonique dans la musique populaire et le jazz, loin de là. Avant 1917, au moins une quinzaine de thèmes très connus sont bâtis sur cette séquence et dans plusieurs pays. J'avais fait des recherches là-dessus, d'ailleurs, ça m'a beaucoup servi pour aujourd'hui. Je suis amené à penser d'ailleurs que la première occurrence connue apparaît au Mexique. Oscar lived in Mexico, I think, and he knows that. Tu sais ça. Donc la première occurrence, c'est au Mexique en 1888, et ce qui fut d'ailleurs le premier grand tube de musique américaine. D'ailleurs, même aujourd'hui, on connaît ce morceau, un peu partout dans le monde. Ça s'appelait en espagnol Sobre las Olas. En Amérique, les Américains l'appelaient Over the Waves. Et en français, Sur les grands flots bleus. Ouais, poétique. Il y a toujours des vagues qui sont là, c'est très bien traduit. Et ça a été composé par Juventino Rosas, qui est venu avec son orchestre mexicain à la Nouvelle-Orléans. Il a joué ça. C'était le chef d'orchestre. Alors, vu l'importance de cette séquence du troisième thème de Tiger Rag dans l'œuvre de Duke et de Django, il m'a semblé utile d'en rappeler, d'en développer les origines, d'autant que je m'y intéresse depuis pas mal de temps. Alors, voilà la matrice originale, on pourrait dire, pour ceux qui ont des notions d'harmonie du jazz, de cette fameuse séquence harmonique du troisième thème de Tiger Rag. Elle est composée que de trois accords tonales de base, 1, 4, 5, en Do, Fa et Sol. Vous remarquez que c'est aussi les accords du blues, c'est normal parce que c'est la structure la plus simple. C'est cette séquence originale simple qu'on va trouver dans les thèmes d'avant Tiger Rag, les pré-Tiger Rag, que nous appellerons les pré-Tiger Rag. Vous voyez, c'est très simple, 32 mesures. Ensuite, la première transformation des accords originaux se trouve dans quelques thèmes anciens, comme la marche anglaise Colonel Bogey, le pont de la rivière Kwai, que tout le monde a certainement vu.
Et puis maintenant, on va montrer la séquence transformée complètement à l'aide d'accords de dominante secondaire, ici pour ceux qui connaissent la musique, et d'un accord de passage, Fa dièse diminué. On a maintenant la grille de Tiger Eye. Alors voilà une liste des chansons les plus fameuses, les plus connues avant 1917, qui inclut cette séquence matricielle. Les titres en rouge sont des valses. Il y a eu beaucoup de valses. Donc ça va c'est classé par pays. Donc la plus connue, comme vous avez vu, c'est Sobre las Olas. Pour les États-Unis, la plus connue, c'est Bill Bailey, Won't You Please Come On. C'est un standard de jazz, c'est jazz standard. Et puis les autres aussi, National Anthem March, tous sont connus. En Angleterre, on en a deux ici. Et en France, un des plus connus est une valse très ancienne, Froufrou. Je pense que tout le monde la connaît. Et puis en Italie, Chiribiribi. Alors là, en fait, vous allez voir que, par exemple, Over the Waves, c'est devenu un standard du jazz New Orleans. Et il faut savoir que Duke Ellington has played this tune, Over the Wave, mais ça n'a pas été enregistré. Il l'a joué en concert le 20 septembre 1973 à Stratford, en Pennsylvania. Et attendez, peut-être que je l'ai noté, là, non. He plays a tune, Duke Ellington, in a concert in Stratford, never recorded. Ensuite, donc Chiribiribin was also recorded by Duke. Je l'ai mis là-dessus. C'est devenu un standard de jazz aussi. Ça a été enregistré plus de 160 fois par les jazzmen. Recorded more than 160 times by jazz musicians. Chiribiribin. Et Ellington enregistre Chiribiribin le 11 décembre 62, mais c'est Strayhorn qui était au piano dans le disque Recollection of Big Band Era. Et ce thème-là est même évoqué in Blood Count, plusieurs fois par Johnny Hodges, in Blood Count, en 1964. Call to mind repeatedly in that tune. Donc qu'est-ce que je peux faire? Oui, je vais vous jouer vite fait les 8 premières mesures de plusieurs morceaux dont je vous ai parlé. Je dois avoir ça, faut pas que j'oublie. Le piano. La piano. On n'a pas de chance. I tried not to swing. And now,
Voilà, Django Reinhardt devint un professionnel très jeune, à 12 ans. When he was 12, he was a professional. L'année où Duke fait ses premiers enregistrements. Donc Django entre dans l'orchestre de l'accordéoniste Guerino et jusqu'en 1928, il va jouer et enregistrer uniquement du musette avec des accordéonistes et il va jouer du banjo-guitare, guitare-banjo pour américain. Banjo-guitare pour nous, guitare-banjo pour eux. Tel qu'on le voit ici d'ailleurs sur la photo où il doit avoir 12 ans certainement. Il est déjà, when you see him, you see qu'il a confiance en lui. Hein. Alors, maintenant, voilà, deux partitions de ma collection. Sur le musette, il y en avait qui étaient très très belles. Java, évidemment. Et pourquoi j'insiste sur le fait que Django jouait du musette? Parce que, étonnamment, il se trouve que... où c'est que j'ai mis ça? Il se trouve que au répertoire des accordéonistes, on trouve beaucoup, à l'époque, beaucoup de thèmes possédant la grille de Tiger Rag. Mais avant Tiger Rag, des fois. Donc ici, par exemple, Django, il a enregistré avec des accordéonistes musette. J'ai trouvé 4 morceaux qui ont la grille de Tiger Rag. Avec Jean Vessade, L'Ondée et la plus belle, et avec V. Marceau, moi aussi, et Miss Columbia. Vous avez l'accordéoniste Marceau qui est là. Alors on va écouter un extrait, quand même, il est temps d'écouter un peu de musique. Vous allez entendre Django Reinhardt, il a 18 ans, et il fait des contre-chants improvisés. Donc déjà, c'est un improvisateur avant d'avoir écouté du jazz. Before he listened to jazz, he could improvise. Il fait des contre-chants improvisés. Il y a malheureusement un siffleur qui couvre un peu l'orchestre, mais écoutez bien derrière. Alors, où c'est que je vais l'attraper, celui-là? Elle est où la flèche? Elle est là. Excusez-moi, voilà. Vous voyez, c'est étonnant. Hein. Peu de temps après cet enregistrement, au matin du 26 octobre 28, la roulotte de Django va brûler. Il va rester 1 an et demi à l'hôpital, où il réapprendra à jouer, comme vous le savez, évidemment, de la guitare, cette fois, avec seulement ses 2 doigts valides, pour devenir l'immense musicien que l'on connaît. Ses doigts, c'était comme ça, et il jouait avec ça. Could play with the thumb too. Maintenant, entrons de plein pied dans les versions de Tiger Rag de Duke et de Django. Duke d'abord, c'est seulement après avoir composé et enregistré 2 morceaux sur les accords de Tiger Rag, The Creeper and Hot and Bothered, que Duke enregistre enfin Tiger Rag le 8 janvier 1929 pour Brunswick. 2 phases de 78 tours en plus, sur 2 faces. Et on s'aperçoit aussi que sur presque tous les Tiger Rag ou sur la grille de Tiger Rag par Ellington, c'est presque toujours dédié à Barney Bigard. It's almost at each recording of Tiger Rag by Duke, it's Barney Bigard who plays the most. He is from New Orleans. Donc voici la première, le début de la première. Hein, je vous mets juste les thèmes. Alors ça va venir. Voilà. Là, c'est la grille. In French, we are doing that chord that way.
Second straight frame. Barnaby Garde, the third frame. Excuse me. Barnaby Garde, fantastique. Really fantastic. Qu'est-ce que... Django enregistrera Tiger Rag pour la première fois donc dans un test en août 1934, puis avec le quintet fin décembre de la même année, presque 5 ans après Duke. C'est cette fameuse version que nous allons écouter. Alors, voilà. Toujours avec la même grille. Alors, il y a un petit problème ici, une remarque concernant Tiger Rag, c'est que tel qu'il a été enregistré originalement en 1917, ce morceau comprend 3 thèmes de 32 mesures chacun. À ma connaissance, aucun autre morceau n'a cette structure métrique. Alors, je ne sais pas si j'ai... Oui, voilà. You can read that. Duke va l'enregistrer comme ça, tel quel, à 32 mesures, mais à partir de 1930, dans la majorité des enregistrements, le deuxième thème va être amputé de sa deuxième section de 8 mesures. Et je ne sais pas pourquoi. Maybe, peut-être qu'il y a eu une version très connue, vous avez amputé ça pour des questions de minutage, peut-être. Il n'avait pas pris le morceau assez rapidement, ça se trouve. Mais donc ici, on va entendre Django, puisque c'est en 1934, il va le jouer avec le deuxième thème, 24 bars only. Voilà, donc on écoute les deux premiers thèmes avec le troisième pour Django. Second strain. Third strain. Excuse me, Mr. Grappelli. Qu'est-ce que je... Voilà, c'est le 78 tours original, Ultraphone, de Tiger Rag, dans sa pochette d'époque. Très belle. Hein? Maintenant, on continue. Alors, Duke va donner 3 concerts à Paris, donc comme vous le savez, hier, ça a été dit à la fois par Jean-François Pittet et notre ami John Edward Hesse. Django va donner donc 3 concerts à Paris en 1933, fin juillet, début août. Il va visiter la célèbre animatrice américaine Bricktop dans son cabaret, on l'a dit aussi, 66 rue Pigalle, et Bricktop raconte dans ses mémoires
Duke a obtenu sa première grande chance à New York en 1922 quand j'ai persuadé Baron Wilkins d'engager le petit orchestre dans lequel il jouait, les Elmer Snowden's Washingtonians. Oui, c'est ça. Alors, je dois vous dire quand même, vous n'allez peut-être pas me croire, mais j'ai joué avec Elmer Snowden. I played with Elmer Snowden in Paris. He went to La Huchette and he make a jam session with us. We couldn't believe it. Oh, right. Je sais plus. Comment il jouait? Du banjo. Non, je crois qu'il était un peu à la fin de sa vie, il n'était pas extraordinaire. Voilà, donc quand Duke vient jouer à Paris cette année-là, Django jouait à la boîte à matelot. C'était pas très loin, puisque c'était rue Fontaine, rue Pigalle, rue Fontaine. Mais en été, il était rarement à Paris, mais plutôt en vadrouille, là où il y avait du soleil, c'est-à-dire dans le sud de la France. Soit en roulotte, soit en voiture qui tombait en panne tous les 10 km. Enfin bon. Donc il est probable qu'ils ne se sont pas rencontrés cette année-là. On n'a pas de traces de ça. Laissez-moi tourner la page. Oui. Le 25 octobre 1935, Django enregistre pour la première fois une composition de Duke Ellington, It Don't Mean a Thing, avec le quintet, sous le nom de Stéphane Grappelli and His Hot Four. Django didn't like that. He would always have his name first. Et le 4 mai 1936, le quintet enregistre Oriental Shuffle. Et j'ai découvert que dans l'introduction utilise seulement dans les basses. L'introduction, c'est que des basses. Et c'est surtout... attendez que je retrouve ça. Il y a un intervalle de tritons, 3 tons, très proche de l'introduction de The Mooch. Et je suis presque persuadé que Django Reinhardt connaissait The Mooch, c'est sûr, parce que s'il a écouté Ellington, les deux morceaux principaux qu'on pouvait écouter au début des années 30, c'était Black and Tan Fantasy et The Mooch, the most famous was. Donc, c'est un thème étrange qui est assez... non, c'est pas celui-là. Donc, mais Django, il intervertit l'ordre des basses. Par exemple, si vous avez Do, Sol, lui il va faire Sol, Do. Mais c'est pareil, il y a exactement les mêmes notes. Je vais vous le jouer au piano d'ailleurs. On l'écoute d'abord et ensuite je vais vous jouer l'introduction de The Mooch. Voilà. C'est une F. Donc, Oriental Shuffle. Triton. Donc, c'est une F major. On n'est pas d'accord, mais c'est moi qui l'ai fait. Les devine. Mais si vous prenez The Mooch, c'est same note, exactly same note, but not the same. Look at that. Don't you think it's all the same? En octobre 40, Django va enregistrer Rythme futur avec une introduction qui utilise
où réapparaît cette introduction utilisant le même intervalle. C'est un thème étrange, complexe et virtuose, qui fait beaucoup intervenir des accords augmentés, donc, et la gamme, on a la gamme unitonique, ou si vous voulez, gamme par ton. C'est la première séance du second quintet avec la clarinette d'Hubert Rostin, qui remplace le violon de Grappelli resté en Angleterre pour la durée de la guerre. Donc on va l'écouter un peu. Woolton Scale. Voilà. On n'a pas beaucoup de temps, donc il ne faut pas que je me laisse emporter par la beauté de la musique et que je l'écoute jusqu'au bout. J'en suis... Voilà. Le 21 avril 1937, le quintet enregistre Solitude, In My Solitude, de Duke. 5 jours après, par le même quintet, c'est autour de la ballade ellingtonienne In a Sentimental Mood. Les 6 premières notes du thème utilisent une gamme pentatonique majeure sous forme d'un arpège ascendant. Excusez, mais je chante très mal. On va écouter le début avec l'introduction de guitare. Et maintenant, vous allez voir que Django va se resservir de ces premières notes du thème en guise de citation dans la coda de Louise. Et Louise, il faut que je revienne en arrière, on va s'apercevoir en fait que cette citation de Django est parfaitement logique. Je m'en étais pas aperçu, je me suis dit, tiens, ici, In a Sentimental Mood. En fait, c'est d'une logique incroyable, parce que la mélodie de Louise est aussi bâtie sur la même gamme pentatonique que le thème de Duke dans le même ton, en Fa et aussi en montant. Donc, je vais vous jouer Louise, vous allez voir. Un grand succès de Maurice Chevalier. Pentatonic scale. All the melody of Louise is pentatonic. And so if you take the note and you put it's perfectly logical. Louise.
Stéphane Grappelli is at the piano. Very good piano player. And now, on peut se rendre compte déjà, il le cite aussi à la fin de Nuages. Donc ça montre à quel point ce thème was in his head, lui trottait dans la tête. Voici quelques partitions de ma collection de In a Sentimental Mood, on my collection. Et le 26 avril 37, le quintet enregistre aussi Mystery Pacific, et c'est à nouveau l'objet d'une rencontre musicale importante entre les deux leaders, puisque c'est l'une des évocations de train les plus réussies dans le domaine du jazz, avec celle de Duke Ellington, Daybreak Express, enregistrée 4 ans plus tôt. Alors on va écouter, pas en entier, qu'est-ce que je veux dire? Oui, manifestement, Django devait avoir entendu la version de Duke. Ces deux versions descriptives mettent en scène le démarrage et l'accélération progressive d'un train, ses bruits spécifiques, sa vitesse de croisière et la décélération avant l'entrée en gare chez Duke Ellington et le déraillement dans le cas du quintet. Je pense que Django a dû beaucoup adorer le déraillement à la fin. Étonnamment, à Duke, à partir du tutti de sax, et jusqu'à la fin, il va encore recycler la structure harmonique de Tiger Rag. On l'écoute. Attention au départ, et pericolosos pour le Gelsilia. C'est la seule phrase italienne que je connaisse. Alors il est là, ça doit être Django. On voit très bien la fumée qui sort. That's Tiger Rag. Excusez-moi. Non, on ne va pas avoir beaucoup de temps, malheureusement, donc il faut que je passe. Mes partitions de Daybreak Express. Maintenant, Django, Mystery Pacific, on va écouter le départ. Il paraît que c'était très difficile à enregistrer, ils sont repris à plusieurs fois, surtout la section rythmique, pas Django. Django était en colère à chaque fois que les musiciens se trompaient parce que lui, il n'avait pas de problème. Donc on va écouter bien la puissance de Django, déjà dans l'introduction, dans le début du thème. Il a la puissance d'un train, pas de problème.
suis obligé de couper, mais je vais vous mettre la fin. Vous avez vu cette puissance incroyable, c'est lui qui fait tout. Il a la puissance de l'orchestre de Duke, pratiquement. Et il joue plus rapide. He's faster than Duke. On va écouter la fin. Dernier chorus, last chorus. Quelqu'un peut me dire quel accord je crois que c'est un si bémol 9e, 11e dièse. Peut-être. Ok, donc on va illustrer en image la fin de Django. Ah, alors peut-être que le titre s'est inspiré de Pacifique 231 d'Arthur Honegger. Voilà la partition que j'ai d'Arthur Honegger. Mais je pense que le morceau, c'est Duke qui a inspiré Django. C'est en écoutant la version de lui, certainement. Voilà, mise en image de la fin de Django. Voilà. À la gare Montparnasse. Si vous voulez aller visiter, si vous voulez visiter des endroits de Paris, justement, où il s'est passé quelque chose, ben vous allez à la gare Montparnasse. Voilà, alors ça je vais passer, hein, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Duke a donné 2 concerts au Palais de Chaillot en 1939, et il a été invité par le Hot Club de France pour inaugurer les nouveaux locaux du Hot Club et de la revue Jazzot. Et Django est là, et Duke va pouvoir le voir et l'entendre pour la première fois. Et il suffit simplement de voir les photos de cet événement pour comprendre avec quel plaisir mêlé d'étonnement Duke a perçu cette rencontre historique. Voilà les photos que tout le monde connaît. The big smile of Duke Ellington listening Django with his brother Joseph and Louis Bolland on bass. Voilà, look at that, look at the Ellington face. And Rex Stewart also. This one is the most famous. And the next day, un article dit ça, le grand Duke fut l'hôte hier du hôte français. Il y a peut-être un jeu de mots entre hôte et hôte. Peut-être. Non ? Sûrement. Voilà, en 1939, Émile Savitry raconte, où c'est que j'ai noté ça, qu'il a joué, que Django jouait dans un club de Pigalle et Duke vient l'entendre impromptu et joue avec lui. Voilà, donc, puis il y a aussi évidemment les fameuses séances chefs-d'œuvre qu'on a écoutées hier avec John-Edward Hesse, avec Rex Stewart. Et en fait, Barney Bigard, entre 2 prises de cette séance, disait à Panassier: la partie de Django est si merveilleuse que j'en oublie presque de jouer tellement j'ai envie de l'écouter. Et Rex Stewart, lui, il ne va pas par 4 chemins. Il dit: à mon avis, Django était à la guitare ce que Louis Armstrong était à la trompette ou Art Tatum au piano. Voilà, on peut passer ça aussi. Et on va arriver à 1946. Et c'est à Zurich que Django reçoit une lettre de la William Morris Agency, qui s'occupait de Duke à l'époque, et il l'invitant à venir jouer avec lui en Amérique. Et il arrive à New York le 29 octobre 1946, il a 36 ans, il n'a même pas emporté sa guitare parce qu'il est persuadé que tous les fabricants de guitares de New York et les musiciens vont se battre pour lui en donner une, quoi, il est sûr. Ben non, ça n'a pas marché. Mais il en a quand même trouvé une, et c'était une guitare électrique. Alors voici toutes les villes dans lesquelles ils ont joué.
Ça commence à Cleveland. Pour aller tout de suite au Canada, Kitchener et Toronto. Et ensuite, ils reviennent aux États-Unis. Et en tout, il y a eu, je pense, 23 cities. I don't know if you agree with that, Stephen. 23 cities visited. You don't remember? Bon, on va dire entre 22 et 24. Hein, entre 22 et 24. Et donc ça a été enregistré? Ben, justement. Ah oui. Attention, suspense, hein, suspense. Voilà quelques photos où on voit ici. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, sur la deuxième photo, vous remarquez que Django essaye de nous faire croire qu'il sait lire la partition que Django lui montre avec son crayon. Il est très malin, Django. Mais c'est pour faire plaisir à Duke. Les photos de William Gottlieb, very famous photographer, quelques photos. Et maintenant, oui, dans les enregistrements live qui nous est donné d'entendre, justement, sans bouder notre plaisir, on regrettera le côté jam session informel, sans même aucun échange avec les solistes de l'orchestre, et surtout on se prend à rêver aux superbes arrangements qu'Ellington ou Strayhorn auraient pu nous écrire sur Nuages ou Manoir de mes rêves, avec Manoir de mes rêves by Duke Ellington and Django, or Billy Strayhorn arrangement with Django. Au lieu de cela, le public américain dut se contenter des standards Body and Soul, Honeysuckle Rose, Rose Room, et d'improvisation sur le blues in D flat, en ré bémol, ou le dernier thème de Tiger Rag, le revoilà celui-là. Improvisation uniquement. 4 titres ont été enregistrés au Civic Opera House de Chicago, le 10 novembre 1946, par John Steiner. Est-ce que c'est is it a parent relative to Ken Steiner? Non, Ken, no? Yes. John Steiner is a relative for... Non, tant pis. Not yet. Donc, le morceau qu'on va écouter, c'est une improvisation sur Tiger Rag, jouée sur 2 tempi différents. Mais on peut s'étonner quand même du titre proposé Ride, Ride, Ride. Parce que Ride, 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 c'était... Attendez, je vais mettre ça pour les Américains ici présents. Ride, 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 c'est un thème composé et enregistré par Lucky Millinder en 1935 à l'intention du trompettiste Henry Red Allen. Basé sur les mêmes accords, mais il n'a cependant jamais été enregistré ni par Duke, ni par Django. Alors pourquoi, qui a eu l'idée saugrenue d'appeler ça comme ça, d'autant plus que c'est juste une improvisation sur Tiger Rag. C'est strange. Et puis une bonne centaine de thèmes étaient basés déjà sur Tiger Rag. Voilà. Le changement de tempo est effectué par un break du contrebassiste Oscar Pettiford.
Il a toujours eu beaucoup de succès avec le public. Il n'a jamais joué ses compositions, sauf ses improvisations, une ou deux improvisations. Je vais aller très vite. Vous allez voir qu'il a été très bien reçu par les journalistes, par le public. Vous voyez, French Guitar Artist, le guitariste français a volé la vedette à Duke Ellington. Ça, c'était à Cleveland, premier concert. Ça, c'est un ticket. C'est pas le mien parce que j'y étais pas, malheureusement. I was not there. It's not my ticket. On va aller. Oui, Django n'était pas sur l'affiche parce qu'il était venu après que tout était imprimé. Alors voici ce que donc le public, les musiciens et les journalistes ont bien reçu, même des fois formidablement bien reçu les concerts de Django, mais curieusement, plusieurs critiques de jazz n'étaient pas convaincus, et notamment, c'est ce que dit Rex Stewart d'ailleurs, il a inspiré le jeu et la pensée de nombreux, plus de 100 guitaristes à travers le monde, mais il a confondu les critiques qui étaient incapables de pouvoir mettre un nom sur la musique qu'il faisait. Donc voilà, donc ils étaient antagonistes sur son jeu. D'ailleurs, on va lire ce que disait Leonard Feather. Leonard Feather didn't like Django Reinhardt. Look at that, je crois que je l'ai traduit ici. Où c'est que je l'ai mis ça? Je dois l'avoir ici. Voilà. Cependant, il ne peut pas tenir son rang en tant que musicien polyvalent, ni même comme jazzman avec des artistes américains tels que Oscar Moore, Barney Kessel, Chuck Wayne, Mary Osborne, John Connitz et les autres grands noms du jazz sur cet instrument. Sans commentaire. Maintenant, donc, on va arriver aussi au... Et voilà, et pourtant, Leonard Feather, il est à côté de Django, ici, avec Hazel Scott et Buddy Rich. Et on va en arriver, non, je peux pas, malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps, à Carnegie Hall, l'histoire est bien connue, hein, le 23 novembre, premier concert triomphe, avec 2760 personnes, et le lendemain, désastre. Il arrive en retard. Alors il y a plusieurs versions, alors soit parce qu'il s'était couché à 7h du soir, il était crevé, il ne s'est pas réveillé, etc. Ou alors qu'il avait rencontré peut-être le boxeur Marcel Cernan, mais il y a toujours plusieurs versions avec Django. Mais il est arrivé en retard, mais il s'est surpassé, et à la fin, les gens ont applaudi, hein, c'était incroyable. Et Django a terminé sa tournée le 7 décembre 1946. Alors, en 1947, il a enregistré Django Duke and Dukey. C'était le nom de deux chats, peut-être les siens d'ailleurs. Et ensuite, il va enregistrer un morceau Django qui s'appelle Gypsy with a Song, alors que Duke avait lui enregistré Gypsy Without a Song. C'est donc une référence au morceau de Duke. Et le dernier meeting entre les deux, peut-être que ça a été en 1948, puisque Ellington se souvient que Django était venu dans sa loge. Il se trompe un petit peu quand même, Ellington, parce que il faisait beaucoup de choses, il se trompe dans la date d'une part, etc. Mais sinon,
quand il a été accueilli au Club Saint-Germain, personne n'a vu Django. Les journaux n'en ont pas parlé non plus, donc je pense qu'il ne devait pas être là. Il a enregistré Sea Jam Blues en 1949 et Sophisticated Lady en 1950. Voilà, c'est la fin d'une amitié formidable entre deux musiciens, entre deux génies qui ont chacun vraiment fait du bien, on va dire, à leur pays respectifs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là, j'allais dire ce soir, mais ce matin plutôt. Donc, je vous remercie beaucoup et enjoy Paris. Oh.